Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Nous allons entreprendre ici la description du parcours curatif tardif, en fait, qui correspond à la prise en charge du moment inflammatoire de la maladie. Vous avez compris que la première phase est virale, avec des signes d'infestation virale, et puis ensuite s'installe progressivement, particulièrement chez les malades à risque, un syndrome inflammatoire qui conduit les patients à reconsulter pour une altération de l'état général importante, la survenue de thrombose, ou bien la survenue d'une surinfection bactérienne, ou l'apparition d'une oxygénodépendance dans un contexte de baisse de la saturation en air ambiant, parfois bien supportée en termes de respiration, ce qu'on a appelé l'hypoxémie heureuse, qui fait qu'on retrouve des saturations altérées malgré un état clinique relativement conservé. Donc, vous avez ici le diaporama qui vous montre le parcours tardif. Encore une fois, on se renseigne sur la présence d'une vaccination et la mise en route plus ou moins d'un parcours d'événement, de signalement d'un événement indésirable associé aux soins. On réévalue la sévérité, bien sûr. S'il y a des critères de sévérité, c'est l'hospitalisation. S'il n'y en a pas, le suivi sera ambulatoire. On va regarder un bilan tardif. Ce bilan tardif est décrit, je le décrirai plus avant, mais il va regarder un bilan inflammatoire avec notamment une numération formule sanguine, une CRP, une procalcitonine, une ferritine. L'apparition du syndrome de l'orage cytokinique est marquée par une lymphopénie, une éosinopénie, une leucopénie relative, et il n'y a pas de polynucléose neutrophile, une augmentation de la CRP importante et une augmentation de la ferritine. Le tout avec un fébricule, parfois quelques poussées de fièvre au moment d'une dégradation, mais pas de fièvre maintenue pendant plusieurs jours. S'il existe une fièvre élevée pendant plusieurs jours associée à une polynucléose neutrophile, c'est un argument en faveur d'une surinfection bactérienne de la Covid et une justification à une antibiothérapie large spectre qui est décrite quand vous cliquez sur surinfection, suspicion de surinfection. Donc dans ce bilan, on va regarder ça. On va regarder aussi les dédimères à la recherche d'arguments en faveur d'une anticoagulation curative. Si vous cliquez sur anticoagulant, vous aurez un homogramme vous permettant d'évaluer s'il s'agit d'une anticoagulation préventive, curative, qu'il convient de mettre en route. Vous savez que l'anticoagulation n'est pas la seule proposition thérapeutique. Cela dit, elle l'est pour le moment dans les résultats de notre groupe. D'autres propositions ont été faites, notamment autour du Ticlid ou du Brilic ou de l'aspégique, l'aspirine. Bref, les antiagrégants plaquettaires ont probablement une place à jouer dans cette histoire. Est-ce qu'il y a besoin d'oxygénothérapie? Troisième question qu'on se pose. Et là, c'est lié directement à la saturation et la tolérance clinique. La saturation, si elle est à moins de 95%, à notre sens, justifie une oxygénothérapie à domicile qui ne devra pas dépasser 4 litres par minute et avec une saturation supérieure à 94% sous 4 litres. En deçà, il s'agit de critères d'hospitalisation. Ensuite, on va évaluer si une indication à une corticothérapie, et c'est surtout l'élimination de diagnostics différentiels, et notamment la réévaluation de la PCR du coronavirus, parce que si on a une PCR montrant des cycles d'amplification bas, à ce moment-là, ce sera plutôt ça poussera plutôt à attendre un traitement par corticothérapie. En revanche, si les cycles sont au-dessus de 30 ou au-dessus de 32, on considère que c'est probablement uniquement des fragments de virus, ou en tout cas, ce n'est pas le problème de la réplication virale qui est au premier plan, et que peut-être c'est celui de l'inflammation. Et dans ce cas-là, il y a la mise en route d'une corticothérapie par dexaméthasone à 6 mg kg et plutôt à 20 mg kg chez les gens qui ont déjà une corticothérapie chronique pour compenser finalement le fait qu'ils sont déjà habitués à recevoir une certaine dose de corticoïdes. Ensuite, la suspicion de surinfection bactérienne, je vous en ai parlé, et la suspicion de surcharge hydrosodée qui est à la fois clinique, à la recherche de crépitants bilatéraux dans un contexte anamnestique d'insuffisance cardiaque, quelle que soit son étiologie, et qui aussi peut être aidé par le dosage du NT-proBNP ou du BNP en ville. Si aucun des critères de gravité n'est atteint, il s'agit d'un suivi ambulatoire tardif light, un petit peu comme celui précoce light qu'on avait vu, c'est-à-dire d'une autosurveillance clinique et puis d'un appel à J3, J8, J14 par l'infirmier coordinateur.
encore une fois, si une saturation à moins de 95% apparaît ou des critères d'aggravation clinique qui sont détaillés ailleurs, on revient vers une consultation d'évaluation de la sévérité et un bilan tardif pour évaluer s'il y a besoin d'anticoagulants. À ce moment-là, une infirmière à domicile sera prescrite pour l'administrer, une oxygénothérapie à domicile, et dans ce cas-là, l'infirmier coordinateur contactera un prestataire de service pour fournir l'oxygène, une corticothérapie, et là, ce sera simplement une prescription, un traitement antibiotique dans un contexte de suspicion de surinfection bactérienne, ou un traitement diurétique ou autre, ou une majoration d'un traitement antihypertenseur dans le contexte d'une suspicion de surcharge hydrosodée. S'il y a un moindre oui à quelconque de ces questions, il s'agit d'un suivi ambulatoire tardif à risque. Et dans ce cas-là, la surveillance clinique est entreprise par une infirmière jusqu'à J14. Et elle surveillera de même des critères cliniques d'aggravation et la saturation pulsatile au doigt. À tout le monde sera proposé, bien sûr, une réhabilitation à J30. Donc voilà la consultation tardive résumée. Il s'agit d'une évolution défavorable vers un orage cytokinique. Soit après une consultation précoce, s'il y a des patients déjà suivis à la maison en ambulatoire précoce, soit une consultation d'emblée vers J8 en général, entre J5 et J15, où le patient se plaint après avoir eu un test positif ou un comptage familial la semaine précédente. On va s'acharner à essayer de trouver des symptômes de gravité respiratoire et puis des complications associées, qu'elles soient surinfection, thrombose, coronaropathie, hypoxémie, hyperinflammation ou OAP. Et puis, on va bien sûr recueillir le statut vaccinal pour comprendre le lien éventuel qu'il peut y avoir avec la survenue de cette forme et le signalement d'un éventuel événement indésirable associé aux soins s'il y a lieu. Cela donne lieu à des packs de suivi ambulatoire tardif light qui reprennent les conseils en jaune de contagion, de nutrition, d'hygiène de vie, d'oxygénation. Et là, les conseils d'oxygénation sont particulièrement importants. Et on le reverra directement, mais ça renvoie à une fiche expliquant les modalités du décubitus ventral ou du décubitus tablette, comme on l'appelle, c'est-à-dire d'une position qui permet d'améliorer les rapports ventilation-perfusion assez simplement. L'ordonnance allopathie tardive light sera prescrite, une ordonnance de bilan tardif aussi en cas de besoin, et puis une proposition de consultation de réhabilitation à J30. En rose, vous allez avoir l'autosurveillance clinique, l'autosurveillance de la saturation, l'ordonnance pour l'allocation de saturation, les contacts en cas d'aggravation, le contenu des appels à J3, J8, J14, le carnet de suivi, et puis la mise en route d'une éventuelle entraide citoyenne, comme déjà décrite dans la vidéo précédente, consistant en l'entraide de citoyens pour des personnes âgées, par exemple, qui seraient isolées, qui ne pourraient pas faire leurs courses ou leurs repas, ou juste pour une préance. De même, le pack ambulatoire tardif à risque, mais cette fois-ci, à ces ordonnances seront rajoutées les ordonnances d'anticoagulants, d'oxygénothérapie, d'antibiothérapie de surinfection, de corticothérapie dans un contexte d'orage cytokinique strict ou de traitement d'une surcharge hydrosodée. Voilà le suivi tardif qui permet de prendre en charge le mieux possible cet orage cytokinique et qui doit évidemment amener à l'hospitalisation en cas d'aggravation. Cela dit, un grand nombre de patients hospitalisés actuellement dans les services Covid pourraient en fait justifier d'une prise en charge ambulatoire et ne pas surcharger les services d'hospitalisation. Merci à tous pour les détails des différentes ordonnances et prescriptions. CF, les vidéos suivantes.